voulais donc remercier Sciences Po, évidemment, Sciences Po Aix, d'avoir accueilli favorablement notre proposition de conférence pour mieux faire connaître la situation des Baha'is en Iran. Et en particulier, remercier M. Rostan Mehdi, directeur de Sciences Po Aix, et M. Franck Frégosi, professeur des universités en sciences politiques, spécialiste de la sociologie des religions, qui a soutenu notre proposition. Voilà, nous sommes particulièrement heureux de présenter cette conférence, cette ciné-conférence, dans le cadre de Sciences Po, pour deux raisons. La première, c'est que Sciences Po Aix est un endroit réputé en France pour être un lieu privilégié de réflexion et de recherche sur la place des religions dans la société, et notamment sur les relations parfois complexes qui existent entre politique et religion. Bien sûr, tout le monde connaît ici le travail énorme qui a été fait par Bruno Etienne à Sciences Po Aix et qui aboutit à la mise en place de l'Observatoire du religieux. Voilà, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir l'année dernière de bénéficier d'une formation de Sciences Po en formation continue sur la pluralité religieuse, sur la laïcité, sur le droit et les sociétés, qui m'a énormément appris. Donc je vous conseille à tous, si vous êtes intéressés, même si vous n'êtes plus des étudiants, de vous pencher sur les propositions, sur les formations qui sont proposées par Sciences Po à tout le monde. La seconde raison pour laquelle on est particulièrement heureux d'être à Sciences Po, c'est parce que c'est un lieu d'enseignement supérieur qui forme de nombreux étudiants, et que justement, vous verrez dans le film et dans notre débat, l'une des discriminations les plus graves qui touchent les jeunes Baha'is en Iran consiste à leur interdire de faire des études. Et on verra dans le film donc comment avec certains professeurs, ils arrivent à résister malgré tout contre cette interdiction d'apprendre. Alors notre rencontre va se passer de la manière suivante, je vous donne un petit peu le déroulement. Donc tout d'abord la projection du film To Light a Candle, bon, allumer une bougie, en persan et anglais, sous-titré en français. On a reçu le DVD aujourd'hui, sous-titré en français. Donc c'est un film de Maziar Bahari qui dure 55 minutes. Puis nous aurons deux interventions de Lucien Crevel, donc président de l'Assemblée spirituelle nationale des Baha'is de France, et de Hamdan Nadafi, docteur en droit, spécialiste des questions de droit des minorités religieuses et des droits de l'homme, de manière générale, surtout dans les pays de droit musulman et en particulier en Iran. Nous aurons ensuite un petit temps d'échange, de questions-réponses avec les deux intervenants. Quand je dis petit, c'est parce qu'on doit finir impérativement la séance à 20h. Donc le film faisant déjà 55 minutes, ça va prendre déjà une bonne partie de la rencontre. Donc un petit temps d'échange avec Hamdan Nadafi et Lucien Crevel. Et nous terminerons par une petite séquence musicale, voilà, au piano et au santour, une séquence franco-iranienne. Donc j'aurai le plaisir de jouer avec mon ami Outan Baghdadi, donc, qui est un musicien d'origine iranienne et qui joue du santour. Alors pourquoi on a voulu finir par de la musique? C'était pour finir autrement qu'avec des mots, pour finir d'une manière peut-être un peu plus artistique, un peu plus spirituelle, et également parce qu'on voulait rendre un hommage aux victimes à la fois des attentats de Paris et aussi de toutes les violences du Moyen-Orient. Bon, la musique n'est pas seulement un loisir, c'est aussi un outil de paix, un outil pour les droits de l'homme, un outil de résistance parfois. Dans certains pays, on n'aime pas beaucoup la liberté musicale et la liberté artistique. Donc c'est une façon aussi également de célébrer la rencontre de deux instruments, le santour et le piano, qui sont l'un iranien et l'autre plus européen, voilà, qui symbolisent un peu cette union à travers les cultures. Voilà, donc je vais vous dire deux mots sur le film qu'on va vous projeter. Donc Maziar Bahari est un journaliste et cinéaste documentariste irano-canadien qui a été lui-même emprisonné en Iran en 2009. Il a été journaliste à Newsweek d'Iran de 1998 à 2011. Il a produit un certain nombre de documentaires sur l'Iran et notamment sur la liberté de la presse. Il n'est pas un membre de la communauté Baha'i. To Light a Candle, donc traduit en français par allumer une bougie, tout simplement, en fait vient du proverbe mieux vaut allumer une bougie que maudire la nuit. Bon, c'est un proverbe universel qui voyage énormément à travers le monde
On dit parfois qu'il est chinois, on dit qu'il est africain, on dit qu'il est oriental. En fait, c'est un proverbe qui a traversé les frontières parce que sa valeur, évidemment, est universelle. Donc, mieux vaut allumer une bougie que d'insulter la nuit ou que maudire la nuit. Le film, d'une durée de 55 minutes, a été réalisé en 2014 au moyen d'interviews, d'histoires personnelles et d'images d'archives qui ont souvent été sorties clandestinement d'Iran en prenant de grands risques personnels. Donc ce film revient sur les persécutions dont est l'objet la communauté bahaï d'Iran, la première minorité religieuse non musulmane, et met en évidence la résilience constructive des jeunes bahaïs d'Iran confrontés aux tentatives systématiques du régime iranien de leur interdire l'accès à l'enseignement supérieur, et qui pour cela ont développé un institut informel grâce auquel ils peuvent avoir accès à des cours de niveau universitaire. Voilà, donc maintenant je vous laisse voir le film et ensuite on enchaînera avec les interventions des uns et des autres. My name is Kayvan Rahimi. I was born in 1965 in Tehran, the capital of my dear country, Iran. They called me from the court today. I had to go to prison. My daughter, Gina, had been listening to my phone conversation. She asked me, who was it? When I told her that I had to go to prison, she started to cry. Why do you have to go? Why does our family have to suffer again? Why don't you just escape? I didn't know what to say. I just held her hand and stroked her hair while she pressed her head against my chest and continued to cry. Qui est marqué par votre participation à cette ciné-conférence consacrée à la résistance pacifique des Bahaïs d'Iran, votre intérêt à une situation très préoccupante, comme vous avez pu le constater en regardant ce film poignant. Au nom des Bahaïs de France et au nom des Bahaïs d'Iran, dont nous sommes ici les porte-paroles, je vous remercie de votre présence, qui montre votre intérêt pour notre démarche de défense des droits des Bahaïs, mais aussi de la promotion des libertés fondamentales en général. La vue de cette salle pleine nous apporte du réconfort et du soutien devant la situation des Bahaïs en Iran. Une communauté pacifique, non violente, non politisée, qui ne peut s'en remettre pour défendre ses droits qu'à la vigilance et à la pression exercée par la communauté internationale. L'Organisation des Nations Unies vient d'ailleurs d'exprimer sa grave préoccupation au sujet de la poursuite des violations des droits de l'homme en Iran, en affirmant que l'engagement accru avec la communauté internationale sur certains fronts ne signifie pas que l'Iran ne soit plus tenu de respecter les normes internationales pour son peuple. En fait, depuis 1844, date de naissance de la foi bahaï, cette jeune religion mondiale monothéiste, dont le but est d'unir tous les peuples en une cause universelle, une foi commune, a toujours connu l'oppression dans son pays d'origine. L'arrivée du président Rouhani a suscité un réel espoir, mais n'a pas amélioré, bien au contraire, le sort de la communauté bahaï d'Iran, qui compte plus de 300 000 membres. Les persécutions continuent avec violence et d'une manière systématique. Le 14 mai 2015 a marqué les 7 années d'emprisonnement des 7 anciens responsables bahaïs. Les citoyens bahaïs d'Iran ne bénéficient toujours pas de protection juridique. Ils continuent d'être traités de manière discriminatoire, notamment pour l'accès à l'éducation supérieure, comme vous l'avez vu dans le film, à l'emploi, au logement, aux transactions commerciales et aux cimetières. La campagne d'incitation à la haine, à la méfiance, à l'intolérance et même à la violence continue d'être menée par des fonctionnaires et des membres du clergé.
Il s'agit là d'une incitation à la haine institutionnalisée qui encourage la persécution. Cette année, les arrestations n'ont pas cessé, elles non plus. La semaine dernière, 15 Bahaïs encore de plus ont été arrêtés et dans le cadre de la répression économique du gouvernement, des magasins ont été mis sous scellés. Or, il est absolument clair que la croyance religieuse demeure le seul motif de ces persécutions. Les 7 anciens responsables bahaïs d'Iran ont été condamnés en toute injustice à 20 ans de prison. Derrière leur barreau, ils ne réclament qu'une chose, la liberté de religion pour tous, l'arrêt des persécutions et la libération de tous les prisonniers de conscience en Iran. Le président Rouhani a échoué et n'a pas tenu ses engagements à mettre fin à la discrimination religieuse, à assurer l'égalité, la défense de la liberté de croyance et de religion, à étendre la protection à tous les groupes religieux et à amender la législation qui discrimine les groupes minoritaires en Iran. Nous nous demandons pendant combien de temps encore les Bahaïs iraniens devront-ils faire face à la persécution? Combien de temps encore devront-ils attendre avant de pouvoir aller à l'université, d'être autorisés à enterrer leurs morts sans obstacle ou de vivre sans la crainte d'être emprisonnés? Je passe la parole au docteur Nadafi. Je vous remercie. Ces questions sont très importantes et je vous propose de comprendre en quelques mots le contexte juridique dans lequel ces persécutions ont lieu et je dirais même sont organisées. Puisque ce qui est très important dans le système iranien, c'est que tout le système constitutionnel est organisé de sorte à permettre et à légitimer, voire même à organiser cette discrimination religieuse qui concerne les Bahaïs, comme le film vient de le montrer, mais qui concerne aussi, dans une moindre mesure, les autres minorités religieuses qui existent en Iran. Quelques mots donc sur le système constitutionnel iranien. 2 principes sont très importants dans le système constitutionnel iranien. Le premier élément, c'est que le système iranien est fondé sur une dualité de sources normatives. Les sources de droit ont une double origine, à la fois divine, comme son nom l'indique, c'est une république islamique, et à la fois humaine. Et la religion a une place prépondérante, qu'il s'agisse au niveau du droit, mais aussi au niveau des institutions. Et un survol très rapide de la Constitution et des termes de la Constitution permet de comprendre cette place prépondérante, cette place principale qui est donnée à la religion dans le système iranien. Le préambule, par exemple, dès le préambule, il est affirmé que tous les droits garantis par la Constitution ne doivent pas entrer en conflit avec le droit musulman. L'article 4, par exemple, soumet toutes les règles juridiques aux normes islamiques. L'article 96 dispose que la détermination de la compatibilité de la législation passée par l'Assemblée consultative islamique avec les lois islamiques dépend du vote majoritaire d'hommes religieux qui font partie du Conseil des gardiens, j'y reviendrai un peu plus tard. Et on peut continuer comme ça tout le long de la Constitution, on trouve de nombreux articles qui marquent cette place primordiale, prépondérante qui est accordée à la religion et donc évidemment à l'islam. Donc ça, c'est le premier élément très important du système iranien, c'est cette place qui est accordée à la religion. Donc l'islam et la charia sont les sources principales du droit et toute la législation doit respecter le Coran et la Sunna. Le deuxième élément important de ce système constitutionnel, c'est un élément qui est même original au sein de l'ensemble des États de droit musulmans, c'est un élément qui est très particulier et typique à l'Iran, c'est la théorie que l'on dit en persan, la théorie du velayat-e-faqih, qui est souvent traduit en français par gouvernement du docte religieux ou gouvernement du juriste consul. Alors, quelques mots rapides pour comprendre cette théorie qui est très importante, qui est une théorie inspirée des écrits de l'ayatollah Khomeini. Ce concept renvoie tout simplement à la souveraineté d'un docteur de la loi.
docteur de la loi musulmane, un juriste consul. Elle repose sur la conviction chiite qu'en l'absence du 12e imam, qui a été occulté aux yeux du peuple en 874, donc en l'absence de ce 12e imam, et jusqu'à son retour à la fin des temps, la personne la plus habilitée à assumer les pouvoirs spirituels et temporels est un fari, c'est-à-dire le religieux le plus savant. Et donc, dans l'attente du retour du 12e imam, la cité doit être dirigée par ce fari. Et donc, c'est en s'inspirant des œuvres de l'ayatollah Khomeini que cette théorie va être mise en place en Iran, et c'est aujourd'hui le pilier du système constitutionnel iranien. Aujourd'hui, le système constitutionnel iranien est organisé autour de ce fari, de ce guide suprême. Et lorsque l'on analyse la constitution iranienne, on se rend compte qu'il existe la séparation des pouvoirs telle qu'on l'imagine en théorie et telle qu'on peut la concevoir dans d'autres systèmes, mais cette théorie de la séparation des pouvoirs est relue avec cette théorie du velayat faqih, et donc elle perd un peu de tout son sens, puisque le guide suprême finalement est le personnage principal, le premier personnage, la personne qui a le plus de pouvoir dans ce système constitutionnel iranien. Si vous prenez l'article 110 de la Constitution iranienne, l'article 110 présente les principales prérogatives du guide suprême, et on retrouve en effet que le guide suprême détermine les grandes lignes directrices de la politique générale du pays, qu'il supervise l'exécution de la politique générale, qu'il coordonne et chapeaute l'action des 3 pouvoirs établis par la Constitution, qu'il est à la tête de l'armée, qu'il peut à tout moment suspendre le fonctionnement des institutions et qu'il est le seul à pouvoir décider de la révision de la Constitution. La Constitution va ensuite établir 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, il existe un président en Iran qui est élu au suffrage universel, mais la Constitution, dans son article 113, précise que le président détient la haute fonction officielle du pays après celle du guide suprême. Et on retrouve dans les prérogatives qui sont accordées au président des prérogatives qui lui sont accordées en seconde position. C'est-à-dire les principales prérogatives de l'exécutif sont en réalité entre les mains du guide suprême. Il en est de même en ce qui concerne le pouvoir législatif. En fait, il y a un contrôle indirect du guide suprême sur le pouvoir législatif. Il existe en Iran une assemblée parlementaire, le Majlis, mais ce qui est important de savoir, c'est que même si les membres du Majlis sont élus, il y a un contrôle des lois qui sont adoptées par le Parlement iranien, et le contrôle est effectué par le Conseil des gardiens. Or, les membres de ce conseil sont directement ou indirectement désignés par le guide suprême. Ce conseil est composé de 12 membres. 6 de ces membres sont des religieux directement désignés par le guide suprême. Et les 6 autres membres qui composent cette assemblée sont élus par l'assemblée parlementaire, mais sur une proposition qui est faite, sur une liste donc qui est proposée par le chef du pouvoir judiciaire, sachant que le chef du pouvoir judiciaire est nommé par le guide suprême. Et en fait, le 3e pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire, donc comme je viens de dire, le guide suprême a le pouvoir de nommer le chef du pouvoir judiciaire, qui à son tour nomme le procureur général et le chef de la Cour suprême. Donc vous voyez que cette séparation des pouvoirs finalement n'existe pas, est une séparation de façade, puisque tous les pouvoirs appartiennent au guide suprême. Il est important de comprendre cela, car toutes les règles relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales également sont sous cette emprise de la religion et sous cette emprise de ce dogme. En fait, il existe dans la constitution iranienne, on retrouve les termes de liberté fondamentale, de liberté publique, de droits de l'homme. Mais chaque liberté qui est annoncée, qui est inscrite dans la constitution, est suivie de l'obligation de respecter l'islam et de respecter les règles telles qu'interprétées par l'ayatollah Khomeini. On y retrouve des règles relatives au rôle de la femme et à l'égalité entre l'homme et la femme, selon le point de vue islamique. On y retrouve à l'article 26 du préambule la justice, qui est énoncée comme un impératif vital, mais uniquement la justice islamique. On
On y retrouve les règles concernant la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de manifestation. Toutes les libertés sont annoncées, mais chacune d'elles est accompagnée de l'obligation de respecter les principes de l'islam. Et le point important qui est directement lié au documentaire film que l'on vient de voir, à ce que M. Crevel vient d'expliquer, c'est que dans la constitution iranienne, la liberté de religion n'existe pas. À aucun endroit dans la Constitution, vous trouverez le terme liberté de religion. Deux articles sont importants. L'article 12 de la Constitution qui pose que l'islam chiite est la religion officielle de l'État et que d'autres courants musulmans sont également acceptés par le gouvernement. Et l'article 13 qui reconnaît trois minorités, trois autres religions. La communauté, les zoroastriens, les juifs et les chrétiens. Ce sont aujourd'hui les trois seules religions acceptées dans le système constitutionnel iranien. Aucune autre religion ne peut être acceptée. Et tout le problème aujourd'hui pour les Bahaïs en Iran, c'est que la religion Bahaï, la foi Bahaï est une religion qui n'est pas reconnue par la Constitution, qui n'est pas inscrite dans la Constitution. Et partant de là, les Bahaïs n'ont aucun droit, ne peuvent bénéficier d'aucune reconnaissance juridique et d'aucun droit. Et c'est primordial en Iran, parce qu'en Iran, tout dépend de votre religion. De votre naissance à votre décès, tout dépend de votre religion. La religion est inscrite sur tous les papiers officiels. L'accès à l'éducation, l'accès au travail, tout dépend de votre religion. Mais si votre religion est reconnue. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est cette fameuse charte des droits des citoyens qui a été annoncée par le président Rouhani et qui devait améliorer la situation des droits de l'homme en Iran. À la télévision iranienne, il y a encore quelques temps, la télévision française, lorsque le président Rouhani a été interrogé, il a annoncé l'édition imminente de cette charte. Cette charte, le brouillon de cette charte a été publié déjà en 2013-2014, et lorsque l'on analyse cette charte, on se rend compte qu'elle reprend quasiment mot pour mot la Constitution. Et donc cette charte aujourd'hui ne change absolument rien à la situation des droits de l'homme en Iran, elle ne fait que reprendre ce qui existe. Cette charte a donné la possibilité au peuple iranien de s'exprimer, et différentes associations, différentes personnes ont fait des propositions pour améliorer cette charte. Et parmi ces propositions, on retrouve les 7 responsables iraniens qui, depuis leur prison, ont fait des propositions pour le contenu de cette charte dans l'optique d'améliorer aujourd'hui la situation des droits de l'homme en Iran. Donc on attend avec impatience cette charte, mais malheureusement, pour ce qu'on a pu lire jusqu'à maintenant, elle ne modifie rien à la situation des minorités religieuses et des droits de l'homme en général en Iran. Merci beaucoup. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir, parce que vous voyez qu'il faut continuer à sensibiliser un maximum de monde à cette situation, qui n'est pas forcément connue par beaucoup de monde en France, par exemple. Alors sachez que le 12 novembre dernier, nous étions à Paris, dans l'enceinte du Sénat, pour un colloque que nous avons co-organisé avec l'amicale parlementaire de soutien aux Bahaïs, qui a été récemment constituée et qui est forte d'une trentaine de membres déjà, des sénateurs, des députés, dont le député Kert qui est représenté ce soir, et donc je salue son assistant, merci beaucoup d'être présente, qui nous honore donc de sa présence ce soir, et donc 2 autres parlementaires des Bouches-du-Rhône. Donc nous avons 3 parlementaires des Bouches-du-Rhône qui font partie de cette amicale, ont pris cette cause très au sérieux et nous ont donné la possibilité d'organiser avec eux un colloque dans l'enceinte du Sénat. Durant ce colloque, nous avons parlé, comme à présent, de la résilience constructive des Bahaïs d'Iran, ayant vu s'abattre sur eux des vagues incessantes de persécution qui ont finalement servi à renforcer les fondations et à fortifier les rangs de leur communauté cruellement éprouvée, mais vaillante. Leur service désintéressé à la société a engendré autour d'eux un mouvement de sympathie qui continue de s'amplifier, et des voix de plus en plus nombreuses à l'intérieur de l'Iran même, comme vous l'avez vu aussi à la fin du film, appellent à lever les obstacles qui empêchent de participer à la vie de la société dans toutes ses dimensions, ces Bahaïs pacifistes.
Leur résistance pacifique leur a donné la grâce de la joie véritable, un état spirituel qui appartient à ceux qui, indépendamment de leur situation matérielle et sociale, aspirent à s'approcher toujours davantage de Dieu, à comprendre et à promouvoir sa parole, qui se préoccupe de la prospérité de tous, qui, avec abnégation, foule le sentier de la justice et de l'équité, et qui ne laisse aucun obstacle, pas même l'oppression et l'emprisonnement, les priver de cette joie intérieure. Cet état de joie véritable qui émeut le cœur, élève l'âme, renforce les qualités humaines, fortifie l'esprit, suscite l'espoir et allume la flamme du désir d'agir avec résolution pour le bien commun. Pour illustrer ce propos, je vais partager avec vous des extraits de cette lettre dont a parlé le docteur Nadafi, écrite par les 7 anciens responsables bahaïs qu'ils ont adressée au président iranien en décembre 2013 depuis leur lieu de détention. Le récent appel public de votre Excellence concernant la participation au discours sur le thème des droits et des responsabilités des citoyens a suscité dans les cœurs un espoir pour le peuple d'Iran. Nous qui sommes emprisonnés à cause de nos seules activités de gestion des affaires internes de la communauté bahaï d'Iran, nous prenons cette initiative du fond de nos cellules et en dépit d'obstacles considérables sur notre chemin, en tant que citoyens respectueux de la loi. À juste titre, les Iraniens souhaitent prospérer et s'épanouir individuellement et collectivement. Mais aucune de ces aspirations ne pourra se réaliser sans que les conditions sociales et légales ne permettent que tous les éléments constitutifs de la société soient traités de manière égale et convenable. Que tous se voient accorder les droits de l'homme fondamentaux et que personne ne soit asservi ou opprimé en raison de son appartenance ethnique, de son sexe, de sa croyance religieuse ou de toute autre distinction. Plus loin dans leur lettre, ils proposent de revoir les programmes d'enseignement des écoles de la nation afin de préparer le terrain pour l'enracinement d'une culture progressiste établie sur des principes fondamentaux tels que la noblesse de l'être humain et l'égalité de tous devant la loi. Comme vous le voyez, il n'y a pas de plainte ni d'opposition au gouvernement, mais des propositions constructives pour l'amélioration des droits de tous les citoyens iraniens. Nous tenons d'ailleurs à votre disposition une version intégrale de cette lettre que vous pourrez trouver sur une table à la sortie de la salle. En fait, les Bahaïs partout dans le monde ont la ferme conviction que l'humanité éprouvée, désorientée et désespérée d'aujourd'hui s'approche de l'étape suprême d'un processus long de plusieurs millénaires qui l'a mené de son enfance collective au seuil de la maturité. Cette étape sera celle de l'unification du genre humain. Aussi sombre que soit l'avenir immédiat, le processus d'intégration en marche continuera de prendre de l'ampleur. Les affaires de l'humanité seront complètement réorganisées et une ère de paix universelle sera inaugurée. Refusant catégoriquement de s'impliquer dans la politique partisane, les Bahaïs, où qu'ils soient, ne croient pas que la transformation envisagée se produira exclusivement grâce à leurs propres efforts. Ils n'essaient pas non plus de créer un mouvement qui chercherait à imposer à la société leur vision de l'avenir. Là où ils vivent, ils s'impliquent au quotidien dans le service de leur société en s'efforçant de mettre en pratique leur conviction que l'âme rationnelle n'a ni sexe, ni race, ni ethnie, ni classe, un fait qui rend inadmissible toute forme de préjugés, en particulier ceux qui empêchent les femmes de réaliser leur potentiel et de s'engager dans différents domaines d'activité en collaboration avec les arts. La racine des préjugés est l'ignorance, qui peut être éliminée grâce à des programmes éducatifs qui rendent le savoir accessible à tout le genre humain. La science et la religion sont deux systèmes complémentaires de connaissances et de pratiques, permettant aux êtres humains de comprendre le monde autour d'eux et grâce auxquels la civilisation progresse.
La religion sans la science dégénère rapidement en superstition et en fanatisme, alors que la science sans la religion devient l'instrument d'un matérialisme grossier. La véritable prospérité, fruit d'une cohérence dynamique entre les nécessités matérielles et spirituelles de la vie, sera de plus en plus inaccessible aussi longtemps que la consommation effrénée continuera d'avoir l'effet de l'opium sur l'âme humaine. La justice permet à l'être humain de distinguer la vérité du mensonge et sert de guide dans la recherche de la réalité, si essentielle si l'on veut éliminer les croyances superstitieuses et les traditions dépassées qui font obstacle à l'unité. La justice, quand elle est exercée de façon appropriée sur les questions sociales, est le principal instrument pour l'établissement de l'unité. Voici donc la contribution des Bahá'ís à l'éveil des consciences pour la promotion des libertés fondamentales de chaque être humain. Ils suivent en cela le conseil de Baha'u'llah: détournez-vous de la désunion et fixez votre regard sur l'unité. C'est être un homme aujourd'hui que de se consacrer au service du genre humain. Merci. C'était très intéressant, très bonne qualité. Le documentaire était très émouvant, bien sûr, très poignant sur la situation des Bahá'ís en Iran. J'ai eu la chance d'être avec Lucien à Paris au Sénat. Donc j'avais déjà vu la conférencière, donc l'avocate, qui parlait de la constitution iranienne. Et voilà, oui, c'était un point très intéressant qui donc nous indiquait comment ces persécutions sont possibles en Iran. Je n'arrive pas à imaginer que au XXIe siècle, il se passe dans un pays pas très loin de chez nous une telle ignominie, parce que priver les gens de liberté, ne pas les reconnaître, les nier complètement, me paraît complètement aberrante de nos jours. Moi, je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Bon, il y a énormément de persécutions qui ont lieu dans le monde, en même temps c'est compréhensible. Mais j'ai trouvé que c'était un format assez complet avec un film, puis discussion et surtout une fin musicale très intéressante. Voilà, je trouvais que l'apport juridique était très complet aussi. C'était très intéressant d'avoir une avocate spécialiste des questions de droits de l'homme au Moyen-Orient nous parler de concrètement quel article de la Constitution iranienne faisait référence aux persécutions. Actuellement, j'ai mon neveu qui vient de faire son bac et finir son bac cet été-là. Et il était un élève très brillant, donc comme c'est d'habitude en Iran, il faut que tous les élèves passent un concours général et suite aux résultats du concours, les meilleurs à la CLEM sont sélectionnés sur l'université et les deuxièmes après, c'est les meilleurs qui sont sélectionnés. En fait, pour vous cacher rien, c'est un élève très brillant qui a eu un moyen de bac de 19,995 exactement. Et donc il a réussi son concours, comme vous comprenez, avec un résultat, je pense qu'il était parmi les premières, moins de 1000 sur 100 000 étudiants qui ont fait le concours cette année-ci. Et donc normalement, la plupart des universités auraient dû, ou même toutes les universités auraient dû accepter son demande de faire ingénieur mécanique. Donc malheureusement, je regrette de vous informer qu'il n'était finalement pas accepté en septembre. Et il continue ses études dans notre université BHIE.
L'université Baha'i. L'université Baha'i, donc il n'a pas d'autre choix. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été accepté? C'est tout simplement parce qu'il est Baha'i. Tout simplement, c'est parce que sa religion fait qu'il n'a pas été accepté. Il aurait pu être accepté et puis après, on aurait pu comprendre qu'il est Baha'i, on aurait viré, ça aurait pu arriver aussi. C'est ce qu'on espérait, qu'il aurait pu être accepté 1 an et puis il serait viré au bout d'1 an ou 2 ans, mais au final il était rejeté tout de suite, ce qui est désolant en fait. Ça veut dire que les renseignements sont encore plus durs aujourd'hui. Ils savent bien qu'ils sont des Baha'i et quand il veut... Il était identifié comme Baha'i. Tout de suite, oui. Oui, je veux dire, il n'avait aucune raison pour laquelle il devrait être rejeté. Officiellement, ils ne disent pas c'est pas à cause du fait qu'il est Baha'i, mais officiellement, on sait que c'est ça. Concrètement, c'est le cas. Oui, voilà. Beaucoup de personnes sont venues à la fin nous remercier, j'allais dire, en tout cas remercier les organisateurs de leur avoir donné l'opportunité de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Une jeune fille notamment qui est venue à la fin m'expliquait qu'elle a des très bonnes amies iraniennes avec qui elle n'avait jamais eu l'opportunité de parler de la situation des Bahaïs. Elle ne savait même pas que ça existait. Elle se demande même si ses amis savent qu'en Iran, la situation des Bahaïs est celle qui est décrite dans le film. Donc c'est très important d'avoir ce genre d'événement qui permet d'informer les personnes en dehors de l'Iran de ce qui est la réalité des droits de l'homme en Iran, de ce qui est la réalité des Bahaïs en Iran, et parce que la pression internationale que l'on peut mettre en étant à l'extérieur est très importante. Donc c'était les témoignages en tout cas qui ont été faits à la fin étaient aller dans ce sens-là, dans le sens vraiment que cet événement a pu apporter une information et à sensibiliser le public à une cause qu'il ne connaissait pas du tout. Alors nous sommes vraiment satisfaits de cette conférence parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la cause des Bahaïs d'Iran en France est assez méconnue et pourtant elle est extrêmement préoccupante comme nous l'avons vu tout au long de la projection de ce film et puis aussi dans les interventions qui ont été faites ensuite. Donc aujourd'hui, comment peut-on les aider ces Bahaïs d'Iran? Eh bien en parlant autour de nous, en ayant le maximum d'audience auprès des médias, en ayant la possibilité de toucher des intellectuels, de toucher des personnes qui ont la fibre pour les droits de l'homme et qui se rendent compte que la situation de cette religion pacifique, qui encore une fois est apolitique, qui ne cherche pas à renverser le gouvernement, eh bien, est intolérable tout simplement. Et il faut continuer, je crois qu'il faut vraiment continuer, donner tout ce qu'on peut pour porter cette cause qui aujourd'hui est vraiment très préoccupante.